On construit très peu à Paris. Il y a très peu de constructions neuves. Quels sont vos rapports avec les promoteurs privés? Là, je parle vraiment du privé. Ou est-ce que vous, stratégiquement, vous souhaitez mettre le cap sur la rénovation, la réhabilitation, plutôt que la construction? Et vous dites, il n'y a pas de foncier, il n'y a pas de place, on ne peut pas construire à Paris. Ou quelle est votre stratégie dans ce domaine? Du foncier, il n'y en a pas beaucoup. Ça, non, c'est vrai. Est-ce que la ville qui se construit sur elle-même, c'est une solution? Et je compléterai la question, la réversibilité des bâtiments avec les bureaux qui deviennent peut-être des alternatives valables. Vous avez presque déjà répondu à tout. À Paris, il y a du foncier, il y en a eu, on a beaucoup construit depuis 2001. Revenir sur la démographie, il veut bien qu'on nous fasse le procès des 53 000 habitants. Enfin, c'est pas moi qui les ai perdus d'ailleurs, mais le pic démographique de Paris, c'est les années 20, les années 50. On est à 3 millions d'habitants à Paris intramuros, au périmètre actuel. Ça descend. Le pic bas de démographie, c'est 1999. Ensuite, ça remonte avec un pic haut en 2011. En 2011, on a dépassé les 2,2 millions d'habitants et nous avons, pardonnez-moi, reperdu depuis 53 000 habitants. Et le premier contributeur de la baisse de population, c'est la baisse de la natalité. Moi, je veux bien, il faut vraiment faire une analyse précise parce que l'augmentation des prix de l'immobilier, ça ne fait pas baisser la population. C'est faux de croire ça. Ça provoque une mutation sociologique. Ça fait venir des plus riches à la place de moins riches. Mais il ne faut pas se tromper d'analyse. Ce qui fait la baisse de la population, c'est deux facteurs. C'est un, la baisse de la natalité, et puis vous corrélez ça avec la mortalité, etc. Et deuxièmement, la diminution du stock disponible par de la mutation de logements, qui avait d'ailleurs l'effet spectaculaire de la baisse démographique entre les années 50 et les années 90, c'est la résorption de l'habitat insalubre, des petites chambres de bonne qu'il y avait partout où les gens s'entassaient dans les quartiers hyper populaires. Et donc, on est revenu sur quelque chose de plus soutenable. Donc, on doit continuer à construire à Paris. Évidemment, moi, je suis probablement le premier adjoint à l'urbanisme, extrêmement frustré, puisqu'à part la friche, c'est même pas, je vous dis n'importe quoi, c'est même pas une friche municipale, nous n'avons plus de grands fonciers ville. Aujourd'hui, il reste de la reconversion de quelques friches industrielles et surtout, il reste de l'optimisation de faisceaux ferroviaires qui nous permet, en lien avec la SNCF, en optimisant les flux de trains, de manger sur les faisceaux ferroviaires et de rebâtir des quartiers. Donc, on va encore continuer à construire, mais c'est vrai qu'on arrive au bout. Paris est plein. Paris va bientôt être plein. Et donc, on va rentrer... et c'est sur le phénomène de reconstruction. C'est un axe majeur du PLU bioclimatique. Nous passons d'un PLU de construction à un PLU de transformation, avec des enjeux tout particuliers dans lesquels il n'est pas interdit de construire, mais la règle va être la réhabilitation plutôt que la destruction, et la destruction sera l'exception. On va être sur des enjeux de rénovation thermique. En fait, en matière... D'urbanisme circulaire, notamment, exactement. D'urbanisme transitoire en aussi. Matière de potentiel de marché, même si on ne construit plus beaucoup de neuf, et on va encore le faire, mais même si on ne construit plus beaucoup de neuf, le potentiel d'activité économique autour de cet enjeu de transformation du bâti ancien en un bâti moderne est tout à fait essentiel. Et la question de systématiser la réversibilité est tout à fait centrale. La